Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du VDI, les droits des femmes basés sur le sexe. Le VDI, c'est l'organisation féministe mondiale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, les politiques et la pratique sociale, parce que ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Nous vous invitons à signer notre déclaration, le lien sera dans le chat. Aujourd'hui, nous recevons Céline Masson, qui a coécrit avec Céline Eliachef La fabrique de l'enfant transgenre. Céline Masson est psychanalyste, professeure des universités au Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits. Elle est autrice notamment de Crise des repères identitaires, race, sexe, genre, chez Herman. Elle a écrit La fabrique de l'enfant transgenre avec Caroline Eliachef, pédopsychiatre et psychanalyste, autrice de nombreux livres dont Le temps des victimes avec Daniel Soulez-Larivière. À L2, elle coordonne l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, La petite sirène. Bonjour Céline. Il faut remettre... Bonjour. 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 Donc, merci de venir parler avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de... On va commencer par l'actualité des récents événements, parce que bon, ce livre crée évidemment, enfin on le sait, on connaît la violence des militants transactivistes et la façon dont ils tiennent énormément à la liberté d'expression, pour ne pas être ironique. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières interventions concernant le livre ? Alors, il est vrai qu'on a été invité dans différents lieux, beaucoup par Zoom, mais aussi à Genève, à l'Université de Genève. C'était une conférence organisée par les psychanalystes, nos collègues psychanalystes de Genève, et on a été effectivement empêchés de commencer notre conférence. Des jeunes activistes sont arrivés avec des mégaphones en vociférant que nous étions des assassins, des psychanalystes assassins, et il n'y avait absolument aucun moyen de débat, d'échanger. J'ai tenté effectivement de parler avec ces jeunes je suis moi-même professeure, donc effectivement j'ai l'habitude des étudiants, et j'ai même l'habitude quand c'est parfois un petit peu, on va dire, animé, mais là, il n'y avait absolument aucun moyen de parler. C'était assez virulent quand même, et donc on a dû quitter les lieux, on a dû quitter l'université pour se rabattre dans une salle de conférence du Centre suisse de psychanalyse. Bon. Donc, ça a été effectivement la première conférence empêchée, censurée. Donc, ces jeunes ont considéré que nous n'avions pas le droit, pas voix au chapitre, et pas le droit de parler et de débattre. Parce que, disent-ils, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, donc, ça a été, nous avons eu effectivement la presse le lendemain. Alors, on a quand même tenu notre conférence. On avait une centaine de personnes parce qu'il y avait beaucoup de gens par Zoom. On a pu, au bout d'une heure et demie plus tard, tenir notre conférence. Nos collègues suisses n'avaient jamais vu ça. Voilà. Je dis rapidement que 2 semaines après, ça a été le tour d'Éric Marty, qui était dans la même université, empêché. Ça a été beaucoup plus violent. Puisque là, il n'a carrément pas pu faire sa conférence, et en plus, il a été bousculé, puis on lui a jeté du gel hydroalcoolique. Voilà, donc c'est pour nous, effectivement, un article à charge de Mediapart contre 2 articles à charge de Mediapart, un premier le 4 avril et ensuite le 17 mai. Il se trouve que ces articles ont suscité beaucoup de violentes j'allais dire, réactions sur les réseaux sociaux contre nous. Nos noms ont circulé, mon nom particulièrement, y compris par des universitaires qui, effectivement, m'assignaient à l'extrême droite et on considérait que j'étais Mani pour tous, etc. Bon, on a un peu l'habitude de tout ça. Mais effectivement, les propos étaient quand même extrêmement violents et diffamant, voilà. Donc ça a été quand même, ces 2 derniers mois ont été particulièrement depuis début avril, voilà. Le livre est sorti en février. On a eu 2-3 mois de répit, enfin voilà, et les choses ont vraiment démarré se sont envenimées avec effectivement les dossiers de Mediapart.
Voilà, donc c'est difficile, très difficile de parler. On est par ailleurs, alors quand même, il faut quand même le dire, hein, c'est qu'on est rejoint quand même par beaucoup de monde. On est rejoint par beaucoup de psychanalystes, notamment par beaucoup de féministes. Voilà, on est contacté par beaucoup de parents. Bon, donc ça n'empêche pas évidemment les gens de nous soutenir, mais c'est à la mesure de la violence aussi, de l'empêchement, ce que j'appelle l'empêchement, la cancel culture ou empêchement, culture de l'empêchement. Voilà, donc nos libertés sont quand même, je pense, vraiment mises en difficulté. Les voies du débat sont obstruées par le militantisme. Ce n'est pas un militantisme, c'est de l'activisme. Hein, c'est vraiment ça, parce que le militantisme peut être intéressant. Il y a un militantisme de l'intelligible, de l'intelligibilité, mais il y a aussi un militantisme qui empêche, et là on est du côté du passage à l'acte, hein, de l'acte, où on est empêché. Voilà. Donc là, ça commence à poser problème, puisque nous ne sommes pas contre le débat, évidemment, nous l'appelons ce débat, mais des collègues plutôt affirmatifs sont aussi contre le fait de ne souhaitent pas non plus débattre avec nous. Et du côté des réseaux sociaux, effectivement, c'est plutôt violent. Voilà. Merci. Ce qui est très étonnant, c'est que ce qui est reproché, c'est le fait d'être transphobe, alors que quand même, vous avez vraiment précisé que vous n'avez rien, enfin que c'était pas contre les personnes trans, mais que ce dont vous parlez, c'est les enfants. Et alors, ce qui est très étonnant, oui. Non, allez-y. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que dans le discours transactiviste, il y a une confusion entre femmes et hommes, ça on le sait, mais entre adultes et enfants. C'est-à-dire qu'on peut entendre dans le discours transactiviste, c'est nos corps, de la part d'adultes qui parlent des enfants, en disant c'est nos corps. Oui, ben non, c'est le corps des enfants, jusqu'ici. Et puis ensuite, de dire que c'est des personnes trans qu'on ne respecte pas. Donc, on ne fait aucune distinction entre adultes et enfants. Exactement. Alors, je pense que ça relève, ça participe aussi de ce militantisme. C'est un militantisme sourd qui veut faire passer des idées sans même entendre, puisqu'effectivement, il y a une très grave confusion entre les adultes et les enfants, et entre aussi l'homophobie et la transphobie. Donc, on confond aussi la lutte, effectivement, contre différentes formes de lutte, ce qui est quand même... puisqu'on est même qualifié d'homophobe. Enfin, je ne vois absolument pas le rapport, puisqu'on dit simplement, on appelle non pas à empêcher les transitions sur les mineurs, on appelle à plus de prudence. Ce n'est pas du tout empêché. Et évidemment que nous ne parlons pas des adultes, on ne parle pas des personnes transgenres adultes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, ce n'est absolument pas notre propos. Et même, sachez que nous, et vous le savez d'ailleurs, on a des personnes transgenres qui viennent vers nous. D'ailleurs, on rencontre une personne transgenre la semaine prochaine, qui est venue vers nous, qui a vu cette campagne de calomnie contre nous et qui souhaite nous rencontrer, qui sait, qui connaît les milieux actifs. Donc, vous voyez, on veut nous pousser et nous associer effectivement à l'extrême droite. Ça, c'est fait pour empêcher le débat. En fait, c'est fait pour nous faire taire, tout simplement. Nous diaboliser. Voilà, on connaît leurs méthodes. Effectivement, c'est des méthodes fascistes. Hein, ça rappelle vraiment des méthodes fascistes. Alors, c'est une grave confusion parce que nous n'avons absolument rien à dire sur les personnes trans, évidemment. Nous disons simplement que ces jeunes, ce sont souvent d'ailleurs, nous sommes des cliniciens, nous sommes des cliniciennes, Caroline Hachef, moi-même et la plupart de nos collègues du directoire de l'Observatoire. Ces jeunes adolescentes, parce que les trois quarts, et Nicolas Théa a dû vous le dire quand elle est venue parler, ce sont des filles qui n'aiment pas leur corps, ce sont des filles qui parfois aiment d'autres filles, des filles qui ont une orientation effectivement plutôt homosexuelle et qui ont peur aussi de leur homosexualité. Ce sont donc des filles et souvent qui n'aiment pas leur corps, ce sont des filles qui ont des problèmes psychopathologiques. La plupart de celles qu'on entend par le biais des parents et qu'on reçoit, puisque mes collègues reçoivent, on a une consultation, on a créé une consultation publique où on reçoit des adolescents, des adolescentes, comme je vous dis, pour la grande majorité, et c'est la plupart de ces jeunes filles. Donc c'est ça qu'on dit, c'est simplement que ces jeunes filles prennent le temps de réfléchir, de voir d'abord, d'aller mieux, d'aimer leur corps, etc. Et ensuite, si elles veulent poursuivre, elles maintiennent leur idée de devenir un garçon, de devenir un homme, je ne sais pas quoi, ça les regarde, elles auront 18 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais même effectivement 18 ans, les parents nous disent, mais vous savez, à 20 ans, ils sont aussi très jeunes. Et ils ont raison, les parents, de nous dire ça. Jusqu'à 25 ans, on reste quand même parfois très jeune.
très très jeunes et parfois encore immatures. Donc, mais nous avons dit 18 ans. Nous avons dit simplement que ces jeunes qui sont sous l'autorité de leurs parents, qui habitent chez leurs parents, attendent avant de faire toute intervention qui risquerait d'être irréversible sur leur corps. Donc, c'est les bloqueurs de puberté pour avant la puberté, mais après la puberté, c'est les hormones croisées. Enfin, tout ça, vous savez, Nicolas Thèbes vous en a parlé, et surtout les mastectomies, parce qu'il est faux de dire que la mastectomie est interdite en France avant 18 ans. C'est faux. Et les parents le savent, il y a des adolescentes qui ont été opérées. Je ne dis pas qu'il y en a mais même une, comme dit Caroline Hachet, c'est toujours une de trop. Et il y en a même, vous savez, des détransitionneurs donc, qui reviennent aujourd'hui, qui ont 20 ans, qui regrettent. Et c'est vrai que c'est pour ça plutôt que regretter, il vaut mieux prévenir avant de regretter, parce qu'on ne peut plus rien faire. Et ce n'est pas en mettant des prothèses, comme disait un médecin, mais si c'est que les seins, ce n'est pas grave, vous mettez des prothèses. Ah bah oui, les prothèses, ce n'est pas pareil. Hein. Donc, il faut absolument que ces jeunes filles aillent mieux, parce que les témoignages qu'on a, effectivement, vont dans le sens de problèmes psychopathologiques. Et je vous dis, tous les jours, nous entendons des parents, des adolescents. Nous sommes 19 psychiatres, psychanalystes au directoire de l'Observatoire. Et donc, ces collègues ont la clinique. On ne nous dise pas qu'on n'a pas la clinique. Voilà, on a une clinique, on a une consultation nous ne parlons pas de consultation trans, nous parlons de consultation ouverte à des adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuée. Voilà, nous n'employons pas le mot transgenre ni genre, on parle d'identité sexuée. Voilà, donc c'est simplement ça. Il y a aussi une confusion avec les thérapies de conversion qui sont à bannir, ces thérapies de conversion. On ne cherche pas à faire changer l'orientation sexuelle de ces jeunes, pas même à les convertir à quoi que ce soit. On cherche à ce qu'ils prennent de temps. Les thérapies de conversion, c'est au contraire, à mon avis, c'est ceux qui embarquent ces gamins vers des transitions médicales. Ça serait une thérapie de conversion pour les faire changer, soi-disant, de genre. On ne change pas, de toute façon, on ne change pas de sexe. Hein. Bon, on change pas de sexe, on change d'apparence. C'est les trans en fait, les personnes trans nous apprennent beaucoup. Et c'est une personne trans qui me disait ça, mais on ne change pas. Moi, je resterai un homme et je suis d'apparence, effectivement, une femme et je joue de ma féminité, etc. Voilà. Donc, c'est quand même important. Là, on parle des enfants. Et on ne parle pas des adultes. On a beau le dire, vous voyez, je le dis aujourd'hui, ça va être entendu, mais on ne veut pas ces personnes-là qui sont contre, a priori, sans même nous entendre, ne veulent pas entendre que nous ne parlons pas des adultes et nous sommes tous à lutter contre les discriminations qui peuvent être faites aux femmes, faites aux personnes trans, faites aux homosexuels. Moi, je suis également chargée de mission racisme antisémite et je lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais j'ai beau vous le dire, vous verrez que ça va encore revenir sur les réseaux sociaux, que je suis transphobe, homophobe, etc. Ce qui est très étonnant, c'est toute personne, c'est-à-dire que même les lesbiennes sont traitées d'homophobes, puisque par assimilation, en fait, alors que toute personne qui est considérée comme transphobe, enfin qui n'adhère pas à leur théorie, est considérée comme homophobe, alors que ce mouvement est extrêmement homophobe. C'est vraiment une des principales caractéristiques. Oui, d'inciter de dire à une jeune fille qui dit « je ne suis pas bien dans mon corps » et qu'elle trouve sur le net en disant « c'est normal, tu es un garçon ». Si ce n'est pas homophobe, ça, parce qu'effectivement, cette fille, elle aura peut-être dit qu'elle aime les filles, et donc on lui dit, bah non, c'est que tu es effectivement du genre opposé. Alors, c'est une régression, en fait, ce n'est pas du tout une émancipation des droits, c'est une régression des droits. On est en train d'assister à une régression, alors qu'on avait justement émancipé les femmes, et là, on est en train d'assister à une régression. Concernant, vous avez un petit peu parlé de l'Observatoire de la petite sirène. Comment est-ce qu'il a été fondé? Quelle est sa mission exactement? Alors, l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, dit la petite sirène, a été créé donc en janvier 2021. Il rassemblait en fait un observatoire. Là, aujourd'hui, on est une association. On s'est constitué en association pour des questions administratives. C'était beaucoup plus pratique. Mais un observatoire, c'est un collectif de personnes qui fondent sur une thématique, qui fondent
un observatoire et qui se rassemble sur une thématique. Là, c'était donc sur l'impact des idéologies sur les enfants, sur les mineurs. Voilà. Donc là, on s'intéresse à ce phénomène transgenre, on s'intéressera à d'autres choses, évidemment, l'impact des guerres, par exemple, sur les enfants. Il y a d'autres sujets qui vont nous préoccuper, mais là, pour l'instant, c'est ce sujet. Alors, pourquoi? Effectivement, c'est suite à la diffusion, bon, ça on le dit, on l'a déjà dit, hein, sur Arte, du film Petite fille, réalisé par Sébastien Lipchitz, hein, qui est un beau film. C'est un beau film au sens de l'image, moi qui suis toujours sensible aux images. Les images sont... mais c'est un montage qui est, à mon sens, militant. C'est un montage plutôt militant et qui, effectivement, prône là, une idéologie de la transidentité par ce film beau, voilà, qui est effectivement fait pour toucher les cœurs, mais peut-être pas la réflexion. Donc les gens sont sensibles et adhèrent du coup forcément par l'image, hein, parce que l'image est fascinante. Et on peut souhaiter que le meilleur pour ce petit garçon, d'ailleurs, qui est très touchant, effectivement, hein, Sacha, qui veut donc devenir, enfin pas qui veut devenir, qui dit qu'il est une fille. Et on voit la pédopsychiatre dire que la mère lui dit « mais c'est peut-être parce que j'avais voulu une fille ». Et on lui dit « ben non, c'est parce qu'en fait, il est dysphorique de genre. Et donc, vous n'avez rien à vous reprocher, madame. Il faut juste, vous allez attendre quelques années et on va proposer à Sacha de bloquer sa puberté et ensuite d'embarquer ce gamin vers la transidentité. » Alors, après tout, si c'est le cours des choses et que si ce petit garçon maintient, ben, écoutez, voilà, moi, ce n'est pas tellement le problème de la famille. Je n'ai absolument rien à dire de la famille et de ce petit Sacha. Ce n'est pas ça mon problème. Ça a été le montage. Ça a été la manière dont ce film a été monté. Et on sait qu'un film ne vaut que par son montage, évidemment, qui est toujours un point de vue. C'est toujours un parti pris, un point de vue, et tant mieux, c'est aussi ce qui fait la force d'un film. Hein. Et donc, le montage est tendancieux. Le montage est militant, il est tendancieux, et il cherche effectivement, puisque la plupart des gens ne connaissaient pas le phénomène. D'ailleurs, ce film a fait découvrir aussi le phénomène transidentitaire, et à nous-mêmes d'abord, même si moi, j'avais reçu déjà une famille, mais je n'avais pas pris la mesure de l'ampleur du phénomène, en tout cas de l'ampleur médiatique, parce que ça s'est quand même beaucoup médiatisé, alors que finalement, ça concerne quand même très peu de personnes, hein, ça reste des minorités. Mais on en a fait quelque chose on en a fait effectivement, on en a fait comment dire ça, on a créé des images et on a créé un phénomène. Voilà, on a créé un phénomène transgenre et on l'expose ainsi au grand public. C'est là où ça nous paraissait quand même problématique. Et en plus, ces discours-là étaient univoques, c'est-à-dire qu'on ne voyait que ça, que des films et des documentaires en faveur de la transidentité, en disant que c'est formidable, que ces enfants, ils souffraient, et puis maintenant ils ne souffrent plus parce qu'ils ont trouvé une voie, ce qui est complètement faux, parce que ce n'est pas le cas toujours, ces enfants ne vont pas forcément mieux. Donc on nous présente ça sous un certain angle. Voilà, et c'est ça qui nous a plutôt interpellés, c'est l'angle sous lequel on montre ce phénomène. Donc, ça nous a sidérés, pour tout vous dire. On a été tous sidérés par ces images, par ce montage, et on a décidé d'écrire une tribune. C'était la première tribune dans Marianne, début janvier 2021. Et là, le phénomène a pris de l'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit, qui étaient sur les mêmes positions que nous, qui nous disaient, mais effectivement, nous-mêmes, nous avons reçu un ou deux, etc. On a vu ce film, on a vu un documentaire et on se demande ce qui se passe. En fait, ça a sidéré pas mal de psychanalystes notamment, mais pas seulement, des psychiatres, non psychanalystes, des médecins. Et les gens se sont posés des questions, et des enseignants, des parents aussi. C'est la première fois, c'est Frédéric Spicher qui était venu vers nous à ce moment-là, qui est en Suisse, qui a créé l'association AM pour j'ai oublié, AMQG. Et donc, Frédéric Spicher était venu et c'est lui qui nous avait témoigné de sa propre histoire, qui est publique puisqu'il en a parlé, voilà, et qui nous a complètement… là, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qu'on dise à un père, si vous n'accédez pas à la demande de votre fille de prendre des hormones parce qu'elle est un garçon, vous préférez une fille morte ou un garçon vivant.
Et en fait, c'est le credo des activistes hein, de dire ça, et c'est sur les réseaux. Et là, ça nous a complètement… là, on s'est dit, il faut quand même qu'on réfléchisse à cette histoire. Et donc, on a rassemblé beaucoup de gens et on a écrit un appel de 15 pages qui est sur notre site, et donc médico-psychologique. C'est un texte de 15 pages qui a été signé aujourd'hui par plus de 500 personnes. Ce n'est pas une pétition, c'est un texte qu'on a mis uniquement sur le site. Ça circulait, on n'en a pas fait une pétition, et il y a aujourd'hui 500 signatures, beaucoup de professionnels de l'enfance. Voilà, donc ça a été le début de l'Observatoire. Nous avons ensuite alerté les pouvoirs publics, effectivement, manifesté notre inquiétude. Encore une fois, pas par rapport aux trans, c'est faux, c'est pas par rapport aux personnes trans, chaque fois on nous dit oui, panique, non, c'est par rapport aux enfants, puisque comme on savait que ces enfants, la plupart des adolescents, c'était des filles, et c'était des filles qui allaient mal, plus ou moins mal, et que, autre phénomène dont je vais vous parler après, c'est aussi la question de l'embrigadement sur les réseaux sociaux, ce que j'appelle l'embrigadement sectaire sur réseau, parce que ce n'est pas une secte avec un gourou, ce n'est pas pareil, c'est plusieurs gourous, ce n'est pas un, mais les gourous, ce sont les influenceurs, voilà, qu'on trouve sur le net, et ces gamins consomment, avec le Covid notamment, consomment énormément de vidéos YouTube. Et ça, je le sais dans ma propre clinique, avec des adolescents qui ne sont pas trans, hein, qui ne se disent pas… mais avec tous les adolescents qui consomment beaucoup de vidéos YouTube, qui sont ça s'appelle le binge watching, donc ils sont en boucle avec les vidéos YouTube. Et du coup, pendant le confinement, effectivement, ils étaient beaucoup sur les écrans, et notamment sur leur téléphone portable. Ils regardaient en boucle comme ça des vidéos, et les adolescents qui nous ont témoigné de leur souhait de faire la transition ont dit, pour la 99% d'entre eux, qu'ils ont été sur les réseaux. Donc, et ça, c'est un phénomène c'est un chercheur, Lisa Littman, qui en a parlé la première, elle appelait ça Rapid Onset Gender Dysphoria, c'est déclenchement rapide de dysphorie de genre par phénomène de contagion, alors par groupe de pairs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et comme vous savez, Lisa Littman a été contrainte de quitter son université. Ça a été quand même très difficile pour elle. Heureusement, en France, on n'en est pas là, mais je peux quand même vous dire que j'ai des pressions du côté de mon université aussi. Donc, c'est quand même embêtant de ne pas pouvoir dire les choses, parce que c'est un phénomène clinique que nous observons dans la clinique. Voilà, donc je vous parlerai tout à l'heure, si vous avez, vous me poserez la question après pour l'emprise sectaire, je vous donnerai effectivement les 12 points de l'emprise sectaire, et on reviendra sur ce point tout à l'heure. Merci. Et on peut peut-être commencer par continuer avec la présentation du livre, et puis passer ensuite à ce qu'on avait à dire aussi, ce que vous aviez à dire aussi sur la dérive sectaire. Qu'est-ce qui vous a conduit à partir de là à souhaiter écrire cet ouvrage ? Alors je commençais à accumuler beaucoup de textes sur le phénomène. On a rassemblé beaucoup d'écrits, d'articles scientifiques, de témoignages, de réactions de professionnels, etc. Et c'est à partir de tout ce matériau, on avait un dossier de près de 250 d'une centaine de pages qui commençaient à se cumuler, et on s'est dit, avec Caroline Eliachef, me disait, mais si nous faisions un livre. Donc Caroline Eliachef m'a effectivement invité à coécrire avec elle un livre. Donc voilà, donc il y avait un premier éditeur Gallimard, dans un premier temps, qui avait accepté, et puis ça a été compliqué. Voilà, donc on a eu très vite les éditions de l'Observatoire, un remarquable éditeur qui ose des textes vraiment courageux, et donc les éditions de l'Observatoire nous ont donc publié ce texte. Donc en fait, c'est parti de toute cette aventure qui a été une aventure quand même quotidienne, de rassembler surtout beaucoup de documents. Et donc c'est vraiment une enquête de terrain, c'est une enquête psychologique, sociologique et psychologique. Et à partir de cette enquête, on en a fait un livre. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, pour tout vous dire. Ce n'est pas un gros livre, mais c'est un livre qui nous a demandé énormément de temps, compte tenu du sujet sensible. Il nous a effectivement, nous avions beaucoup plus que ce petit livre, hein. On avait beaucoup plus d'écrits, mais on a souhaité en faire un document de synthèse court pour que ce soit facile à lire, pour que tout le monde, d'ailleurs, que
le grand public puisse lire. Alors ça, Caroline Eliachev sait aussi très bien s'adresser au grand public, puisqu'elle a été longtemps sur les ondes de France Culture pour parler au grand public, comme Françoise Dolto l'a fait à son époque. Et moi, je suis universitaire, j'ai plus une écriture universitaire, mais on s'est efforcé d'avoir une écriture grand public, et ça a marché parce qu'effectivement, on est beaucoup lu. On nous témoigne un peu partout donc je suis très contente que des parents qui ne sont pas psy, qui ne sont pas enseignants, achètent notre livre, et souvent ça les bouleverse, et ça les fait d'abord s'interroger. En fait, voilà, nous, ce qu'on souhaitait, c'est susciter la réflexion. Voilà ce qu'on souhaite, c'est amener la réflexion, simplement qu'on se pose des questions et qu'on n'affirme pas, alors que les activistes affirment des choses, et que même ça s'insinue dans les institutions, au ministère de l'Éducation nationale, dans les institutions publiques, le planning familial, enfin, c'est rentré cette idéologie quand même un peu partout. Et moi, j'aimerais simplement qu'on s'interroge à ce qu'on dit, qu'on s'interroge sur ce que veut dire un sexe assigné à la naissance. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Tout le monde utilise cette expression, par exemple. C'est devenu presque un truc commun dans les… Alors, j'oubliais, à l'hôpital, évidemment, ça s'est insinué, ça s'est effectivement aussi insinué à l'hôpital, où on parle de sexe assigné à la naissance. Le sexe n'est pas assigné à la naissance. On est fille ou garçon. Il y a quelques jours, une tribune d'une centaine de scientifiques allemands a été écrite, de scientifiques, de grands noms de scientifiques, de biologistes. On dit ça suffit, et je peux vous dire, ce n'est pas des gens d'extrême droite, hein, c'est des gens qui sont souvent aussi à gauche comme nous, qui défendent des valeurs universalistes, etc., et qui disent la même chose que nous, quoi, ça suffit, c'est-à-dire qu'on ne nous invente pas 10 000 sexes, il y a 2 sexes, fille à la naissance ou garçon, ce n'est pas un sexe assigné, c'est un sexe constaté à la naissance, et qu'on ne raconte pas aux parents qu'on va laisser choisir leur gamin. Non, on ne laisse pas choisir, puisque si les gars, je ne vous parle pas des intersexes, ça s'appelle DSD aujourd'hui, il y a des liens évidemment, mais je ne m'en occupe pas, c'est ma collègue Karine Guéniche qui s'occupe de cette question, je ne rentre pas là-dedans moi pour ma part. C'est vraiment là, il n'y a pas d'assignation. Ça veut dire quoi assigner d'ailleurs? Assigner, c'est constater. Les médecins constatent un sexe, ils sont même constatés dès l'échographie des 3 mois. On sait si c'est une fille, on sait si c'est un garçon. Et après, évidemment qu'il y a des projections. Évidemment, oui, on projette des choses sur la venue d'un enfant. Évidemment, ça fait partie des fantasmes, ça fait partie d'une construction. Oui, il y a des choses qu'on construit, évidemment. On construit, mais ça fait partie de la vie de construire, d'imaginer ces constructions fantasmatiques que nous, mais il y a un socle, il y a un socle biologique, et là, ça s'appelle le réel. On construit à partir du réel. Et là, on est en train de nous dire, il n'y a pas de réel, et c'est ça que j'ai appelé l'utopie. On est en train de faire croire à des gamins qu'ils ne sont pas garçons, qu'ils ne sont pas filles. Et c'est ça c'est l'utopie. Alors, l'utopie, elle peut être intéressante, il y a des utopies intéressantes. Mais là, c'est une utopie qui les coupe de la réalité, qui en font, c'est pour ça qu'on parle d'emprise sectaire, qui en font des croyants, Et les croyances, elles peuvent mener quand même à se couper de ses proches et à se couper la chair. Et là, on dit stop. Là, il faut quand même, pour ces gamins, que l'adulte, il fasse ce qu'il veut, après qu'il se coupe ce qu'il veut, ce n'est pas notre problème. Mais que le gamin qui a 13, 14, 15 ans, 16 ans, parce que la plus jeune opérée à 14 ans quand même, hein, c'est une fille. La plus jeune opérée, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une endocrinopédiatre militante qui le dit, que la plus jeune opérée a 14 ans. Donc, on peut se demander quand même à 14 ans, qu'est-ce qu'on sait de la vie? Qu'est-ce qu'on sait de la sexualité? Souvent, d'ailleurs, c'est des gamins qui n'ont pas eu de sexualité, qui n'ont pas de sexualité. Ils ont souvent une attirance. Effectivement, toutes les filles ne sont pas lesbiennes, hein, mais elles ont déjà une attirance parfois pour d'autres filles. Et je pense que c'est cette peur, effectivement, la peur aussi d'aimer une autre fille, la peur de l'homosexualité qui peut-être les embarquer du côté d'une volonté de changer de genre. Pas tous, moi je nuance à chaque fois, peut-être pas tous, il y a peut-être des jeunes qui vont aller très bien, qui vont faire une transition, qui iront très bien, tant mieux. On dit simplement, pour ceux qui sont plus fragiles, prenons garde, c'est tout. Merci pour cette présentation du livre. La thèse du livre, du coup, globalement, quelle était-elle? Alors, la thèse du livre, donc, nous sommes partis de cette fiction.
non, non, parce que ça n'est pas justement une fiction, mais on aurait. Alors, ce qui est intéressant, mon lapsus est intéressant, parce que c'est un acte, c'est plutôt réussi ce que j'ai dit là, parce que ça devrait être une fiction. Et en fait, ça n'est pas une fiction. Ça part d'un documentaire. Et un documentaire n'est pas une fiction. C'est pas un documentaire de fiction. C'est un documentaire qui présente une famille. Et c'est là quand même, on est parti de là. Donc on est parti de cette, comment dire ça, de ce fait de société, parce que ça relève du fait de société, pour interroger la société et où nous en sommes aujourd'hui. Donc on a parlé dans ce livre, on parle de ce petite fille comme un paradigme de la cause trans. On a parlé d'étendard de la cause trans, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on raconte, donc, dans un premier chapitre, on raconte cette histoire et on dit aussi pourquoi ça nous a semblé quand même, ça nous a semblé problématique. C'est-à-dire que il y a des mots qui sont mis par des médecins. En fait, nous sommes, Caroline Leschef est pédopsychiatre, donc médecins, mes collègues sont la plupart médecins, Nicolas Thia, etc. Et ce qu'on se dit, c'est quand même interrogeant que des médecins embarquent, vous voyez, soient perméables à des idéologies. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Hein. Bien sûr que les médecins, on peut pas ils sont humains comme nous tous, mais quand même, il y a une responsabilité des médecins et ça nous paraît quand même problématique que ces médecins disent si il dit qu'il est une fille, il est mal dans son corps, donc il est dysphorique de genre, parce que ça, c'est aussi tout un truc, hein, ce syndrome du DSM, de la dysphorie de genre, comme dit Nicolas Thia remarquablement, c'est pas dysphorie de genre, c'est dysphorie pubertaire. En fait, dysphorie pubertaire, c'est une réalité pour quasiment tous les adolescents d'être pas bien dans leur corps, d'avoir un décalage entre ce qu'ils ressentent et la puberté naissante. Là, je parle des adolescents, je ne parle pas de l'enfant. Sacha, là, c'est un enfant. Peut-être que Sacha est un trans et sera trans plus tard. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les discours. Moi, en tant que psychanalyste, j'interroge aussi des discours. C'est le discours de la pédopsychiatre. C'est le discours qu'on entend aussi des médecins et le discours aussi, et ce qui est extrait du discours des parents. Et aussi, ce qu'on ne fait pas dire au père, le silence du père. On s'est posé la question, c'est aussi, on en parle dans le livre, pourquoi le père n'a pas voix au chapitre? Qu'est-ce qui fait que c'est la mère surtout qui parle? Et ça fait plusieurs fois qu'on voit ça dans des documentaires, je sais pas si ou dans des émissions télé. Souvent, ce sont des mères. C'est intéressant. Pourquoi les mères parlent et les pères ne parlent pas? Ça pose aussi la question de la place des pères dans notre société. Et ça, on l'interroge dans le livre. Il y a quand même quelque chose qui, peut-être par le discours aussi ambiant de l'hétéropatriarcat, de dominance masculine, etc. Ce qui n'est pas toujours faux d'ailleurs, mais ça pose, et nous on le voit en tant que cliniciens, les pères sont souvent absents des discours. Et dans la clinique aussi qu'on reçoit donc de ces adolescents, on l'a constaté avec Anne Perret qui nous le dit aussi, souvent les pères sont soit absents, soit décédés. On a quelques pères décédés dans la petite cohorte qu'on a d'adolescents, mais souvent absents des consultations. Donc ça, c'est ce qu'on interroge. On l'interroge. Il faudra analyser ce phénomène. Je pense que ça participe aussi de notre société, de ce qui se passe pour les hommes et les pères. Il faut quand même le dire. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe pour les hommes et les pères dans notre société. Voilà. Donc, dans le film, on le voit un petit peu puisque ce père est silencieux. Alors, ça, c'est le premier chapitre, hein, on démarre par ça, par la question du diagnostic aussi, hein, qui est posé de dysphorie de genre, qui nous interroge. Voilà, c'est quand même d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, les activistes disent qu'il n'y a pas de dysphorie de genre. Eux parlent d'euphorie du genre, mais ne parlent pas de dysphorie de genre. Ils parlent aujourd'hui de transidentité. On parle plus, parce qu'on dépsychiatrise. Aujourd'hui, il y a une volonté de dépsychiatrisation, donc le mot ne va plus être utilisé, l'expression dysphorie de genre. Ça va rentrer dans la santé sexuelle aujourd'hui, dans certains manuels diagnostiques. Ça n'est plus du côté de la psychiatrie, c'est du côté de la santé sexuelle. Et on va parler effectivement d'incongruence du genre.
Alors, on peut se demander ce que ça veut bien dire, incongruence du genre. Déjà, genre, c'est intéressant le genre, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas fermée, hein, je suis pas fermée parce que ça peut être un concept, on va dire heuristique, qui peut amener une réflexion sur les constructions sociales, tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas fermée. Je trouve qu'il faut faire très attention avec les constructions parce que ça part dans toutes sortes de constructions. Et je pense que même ceux qui sont à l'initiative de la théorie du genre, d'ailleurs, on ne parle pas de théorie du genre, mais des théories du genre, je pense qu'ils se sont quand même laissés beaucoup dépasser par ça et qu'aujourd'hui, on finit par annuler la question du sexe. Moi, je dis que le genre, c'est une façon effectivement de masquer le… Enfin, comment je dis ça, j'ai oublié. J'ai oublié mon expression, mais j'avais une expression, j'ai oublié. Bref, en tout cas, c'est une façon d'annuler le sexe, effectivement, de parler du genre. C'est un cache-sexe. Voilà, je dis que genre, c'est un cache-sexe. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, peut-être d'autres l'ont dit, en tout cas, je crois que d'autres l'ont dit aussi. Le genre est un cache-sexe. Et petit à petit, il y a eu un glissement, parce qu'au début, il y avait le sexe et le genre, et que le genre, effectivement, était une façon, à partir du sexe de chacun d'être homme ou femme, de construire son identité en tant qu'homme et femme, et on a appelé ça le genre. Et aujourd'hui, on ne parle plus de sexe. On ne parle plus de sexe. Et alors, c'est intéressant parce que mon idée, là, ce qu'on développe, c'est qu'à propos des vocables de la nébuleuse trans, on est passé dans le langage courant du transsexuel au transgenre, puis par apocope. L'apocope, c'est la chute d'un phonème hein, à la fin d'un mot. On est passé du transgenre au trans. Et le préfixe devenant une puissante figure de condensation qui contient, je dis, toute la force de la coupure. Et de la coupure avec quoi? Avec le sexuel. Et vous savez ce que ça veut dire sexuel? Ça vient de sécaré, qui veut dire couper. On a coupé le sexe. On a coupé le sexe. Et cette coupure, elle dénote une rupture dans le champ des savoirs, une volonté farouche de changement de paradigme qui signe aussi le triomphe contemporain de la théorie du genre et de l'étiquetage obsessionnel des identités sexuelles ou de l'orientation sexuelle en évacuant et fait quand même éloquent la sexualité proprement dite. C'est une façon d'annuler, d'évacuer la sexualité. Vous comprenez maintenant pourquoi les psychanalystes, quand ils nous ont lus, sont venus vers nous en nous disant merci, merci, parce qu'il y a vraiment un problème et c'est quand même tout le socle freudien qui est menacé, il faut le dire. Voilà. Donc ça, c'est quand même la thèse de notre livre aussi, c'est la question de la coupure avec le sexuel. Et donc, effectivement, parce que c'est quand même ça qui se trame derrière derrière la propagande, parce que ça relève quand même de la propagande, hein, de parler d'identité, ce glissement de l'identité sexuée à l'identité de genre. Il y a quand même l'idée de biffer. En fait, il y a plusieurs identités. Il y a l'identité sexuée, il y a l'identité sexuelle et il y a l'identité de genre. Ça, OK, mais on ne peut pas annuler le sexe au profit du genre. Il faut garder les deux. Et moi, que si ces personnes transgenres veulent garder, évidemment, le genre, on va garder le genre, mais ne nous enlevons pas le socle, notre socle, nos fondements qui feraient que nous ne serions plus humains sans la question du sexuel et sans le sexe. Donc, si on enlève ce mot, on retire, parce qu'on sait bien que quand on commence à retirer, à biffer les mots, c'est la chose qu'on annule. Donc, si on enlève le mot, on va enlever la chose, et notamment la chose sexuelle. Donc, c'est ça on est en train de mettre dans le crâne d'adolescents qui sont quand même très fragiles. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui, c'est respecter les différents discours, c'est tout. Respecter la multiplicité des discours et entendez quand même qu'il y a aussi cette question du sexuel. Donc, voilà. Alors, on pourrait parler de plein de mots parce qu'on parle dans notre livre aussi de l'autodétermination. C'est tout un truc aussi, l'autodétermination. L'autodétermination de quoi? D'abord, ça vient des États. Ça, on le dit aussi dans notre livre. Hein. L'autodétermination, c'est en fait un mot qui vient du droit et des États, effectivement, les États à s'autodéterminer. On voit ce que ça a donné quand un État n'est plus, c'est-à-dire l'Ukraine aujourd'hui, effectivement, qui était autodéterminé et qui est menacé, effectivement, de perdre son autodétermination, son autonomie. Et on a appliqué ce vocable aux enfants en disant on prône l'autodétermination de l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant qui s'autodétermine?
est-ce qu'il a la maturité pour s'autodéterminer? Un enfant, il est dépendant encore psychiquement, il est dépendant des parents, il est dépendant de la société aussi. Ses parents, ce sont ses parents qui sont responsables de lui. Il ne peut pas s'autodéterminer. Il peut avoir plein d'envies. Et c'est ça qu'on dit dans le livre, c'est qu'il peut tout vouloir, mais on ne peut pas tout lui accorder. Il peut tout vouloir, il peut tout rêver. Et c'est ça la force, effectivement, du fantasme et de la rêverie, c'est qu'un enfant peut tout dire. Et c'est ça que la psychanalyse a permis, et heureusement avec Françoise Dolto et d'autres, et Caroline Eliachette qui a écrit aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'un enfant, tout ce que nous disons, nous, psychanalyse, c'est qu'un enfant peut tout désirer. Il peut désirer être pilote, il peut désirer vouloir être, je ne sais pas quoi, des multitudes de choses, il peut demander à ses parents. Mais depuis quand les parents devraient accéder à sa demande? Et s'il dit, moi, je veux devenir un pingouin, j'aime tellement les pingouins, je veux devenir comme mon chien, j'aime les chiens, je veux devenir un chien, je veux voler, je veux comme les oiseaux voler. On va dire quoi? On va te mettre des plumes, on va te planter des plumes pour pouvoir voler parce que tu es autodéterminé, donc on va accéder à ta demande de voler. C'est pareil. C'est pareil. On doit attendre que l'enfant soit suffisamment mûr pour lui accorder, en tout cas pour que lui-même, dès quand il sera mûr, il aura passé son bac et il aura les moyens aussi pour faire les opérations et tout ce qu'il veut, qu'il attende d'être autonome et responsable pour pouvoir faire sa transition. Parce que nous n'avons absolument aucun problème avec les transitions et des chirurgies esthétiques. Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène d'engouement pour les chirurgies esthétiques. Les jeunes, il y a eu un article récemment qui révèle que les 18-35 ans ont beaucoup recours à la chirurgie esthétique. Eh bien, écoutez, si ces jeunes, c'est plus des adolescents à 20 ans, à 25 ans, veulent faire de la chirurgie esthétique, ma foi, bon, ça veut quand même dire quelque chose, hein, ça c'est sûr, mais comment vous voulez empêcher quelqu'un qui travaille, qui veut, je ne sais pas, refaire son nez, qui veut devenir effectivement, qui veut avoir une apparence d'homme, eh bien, comment l'empêcher? Comment l'empêcher? Pour ça qu'il n'y a rien de transphobe dans nos propos, puisque nous aidons ces personnes trans, au contraire, nous pourrions même les entendre, les recevoir, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais vous voyez le problème de mot autodétermination. C'est là où vous voyez quand même cette militance, cette propagande qui prétendrait qu'on naîtrait presque, ces gens naissent dans le mauvais corps. C'est quand même des mots qu'on a entendus, c'est des expressions qui se disent. On naîtrait dans le mauvais corps. Qu'est-ce que ça veut dire que naître dans un mauvais corps? Ça, quand même, pour des personnes raisonnables, raisonnées, pour des personnes qui réfléchissent. Et réfléchissons 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on naît dans un mauvais corps? Ça renvoie à la gnose du je ne sais plus quel siècle. Il y a un très bel article de François Rastier sur la gnose. Ça rappelle quand même des choses plus anciennes qu'on mettrait dans la tête des gens, qu'on naîtrait, je ne sais pas quoi. Ça rappelle vraiment des croyances. Et là, je peux en venir, si vous voulez, à la question de l'emprise. Est-ce que vous voulez ou vous voulez que je réponde à quelque chose, une autre question? Je ne vous entends pas là. C'est très carrément, on pourra en venir à la question de l'emprise sectaire. Simplement, je reviens sur des choses que j'ai lues un petit peu dans le chat. C'est effectivement à propos du film Petite fille. Oui. Où le père est totalement absent. Alors, certaines personnes ont réagi, et c'est vrai, en disant mais c'est vrai que les pères sont souvent absents et souvent c'est pas, enfin la mère aimerait mieux qu'il soit présent. Et la parole de l'enfant aussi est complètement absente du film. Il ne parle pas du tout. Et concernant cette maman, j'ai entendu beaucoup de jugements sur elle. Effectivement, c'est vrai qu'elle adhère au discours de l'enfant, mais elle n'est absolument accompagnée par personne. C'est-à-dire que les seules personnes qu'elle consulte vont dans le sens de l'enfant. Donc, il n'y a rien qui est apporté à cette maman. Non seulement elle est seule à élever l'enfant, donc le père effectivement semble absent, donc on ne sait pas, c'est le reportage qui le montre comme ça, mais la mère n'a personne en face d'elle pour lui donner des clés de compréhension de ce qui arrive à son fils, sachant que le genre, c'est un terme que nous, on utilise parce que c'est un terme sociologique à la base. Oui, le genre, oui, tout à fait. Et là,
en fait, il a été transformé. C'est Que ça. le genre, c'est simplement un ensemble de stéréotypes et Oui, des c'est rôles ça. sociaux, des rapports sociaux de sexe. Le genre, c'est des rapports sociaux de sexe. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, remplacer le terme de sexe et même le terme de genre par cette notion d'identité de genre qui correspond en fait à tout ce qui est les stéréotypes de sexe. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à On fait. efface et le sexe et le genre en fait par Tout à l'identité de fait. genre. C'est ça. En fait, ça a été complètement dévoyé, ce mot de genre, parce que ça a été tout à fait intéressant pour parler effectivement des rapports sociaux, etc. On est du côté du sociologique. Et là, Ouais. on est en train d'effacer la question. C'est presque une. Comment dire ça? Oui, c'est un dévoiement du mot. Hein, Oui. Alors du coup, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette emprise sectaire? Alors je vais quand même dire que j'ai lu le livre et le VDI France a fait un dossier pour la Miviludes. Donc on a demandé à la Miviludes d'intervenir, on attend la réponse. Oui. Et les arguments que j'ai été, enfin vraiment quand j'ai lu votre livre, c'était les mêmes arguments que, enfin on a fait les mêmes constats sur la dérive sectaire de ce mouvement. Donc voilà, pour dire qu'on partage bien cette Oui, analyse de dérive la sectaire. Miviludes devrait s'en préoccuper. Je crois qu'il y a des parents qui ont aussi été à la Miviludes. Je crois qu'Hippomonie aussi s'en est préoccupé. Oui, ça relèverait de la Miviludes. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais on a quand même affaire à. En fait, oui, c'est ça. On a vraiment affaire à quelque chose d'une emprise. Voilà, c'est le mot que j'ai utilisé. Je pense que tout le monde l'utilise là maintenant. Au début, j'étais un peu prudente parce que les juristes m'ont un peu mise en garde. Il faut peut-être faire attention. Donc, j'avais parlé d'embrigadement de type sectaire. J'avais nuancé. Et en fait, aujourd'hui, je suis convaincue que c'est ça. Donc, je reprends embrigadement sectaire, mais je dis embrigadement sectaire sur réseau. Vous voyez, parce que voilà, on n'a pas besoin d'un gourou pour que ce soit sectaire. En fait, c'est une nébuleuse. En fait, on a affaire à une nébuleuse avec un ensemble d'influenceurs, etc., voire de gourous parfois, hein, pas tous, mais évidemment pas tous. Évidemment, il y a des gens qui sont de bonne foi, etc., qui font. Bon, mais quand même, c'est ce phénomène qui est sectaire, c'est ce phénomène qui relève de cette question sectaire et ça ressemble beaucoup. Alors, je vais vous donner les 12 points qui accréditent justement la thèse de l'emprise sectaire. Alors, il y a d'abord l'élection et l'appartenance à une communauté. En fait, on donne le sentiment aux jeunes, hein, puisque moi j'ai écouté maintenant beaucoup, d'ailleurs depuis l'écriture du livre, on l'a écrit il y a presque un an. Donc, vous voyez, moi j'ai beaucoup avancé depuis. Il y a des choses que je confirme hein, maintenant encore, mais c'est vrai que ça fait presque un an. Donc, j'ai entendu beaucoup de parents nous parler de ça, et puis de jeunes aussi. Effectivement, il y a ce sentiment qu'ils appartiennent à un groupe, à une communauté, et qui sont vraiment ce sentiment d'appartenance et qui seraient élus dans une communauté et que élu et coupé du coup du reste effectivement des autres. Hein. D'ailleurs, les autres sont toujours transphobes, toujours les parents, les enseignants, s'ils n'adhèrent pas à ça, ils sont transphobes. Et donc en sortir est vécu par les jeunes avec effroi et culpabilité, et ça on le voit chez les détransitionneurs. S'ils sortent de la communauté, puisque la communauté effectivement a aidé ces jeunes, souvent ils ont aidé. Ils les ont protégés, ils les ont aidés à trouver les médecins, voilà, ils ont vraiment aidé ces jeunes et ces jeunes se sont sentis vraiment rassurés, portés par la communauté, comme toute communauté hein, qui peut porter. Mais là, c'est peut-être pas pour voilà, étant donné que ces jeunes sont peut-être que ces jeunes ne sont pas trans, c'est ça le problème, c'est ça qu'on dit, c'est que tous ne sont pas transgenres et comme voilà, c'est ça quand même la question. Et donc, c'est pas pour les bonnes raisons qu'ils ont été coupés des leurs et se sont embarqués dans cette communauté. Et en sortir, effectivement, va créer de l'effroi et de la culpabilité. C'est comme chez les hérétiques, hein, ça rappelle quand même dans les croyances, dans les religions, les hérétiques qui sont considérés comme des traîtres et continuent à subir souvent des pressions du groupe. Là, on aurait donc les transgenres et les transphobes. Hein, c'est clivé. Les transgenres et les autres, et notamment les cisgenres, les autres, ce sont les cisgenres hétéronormatifs ou autres, ou effectivement les femmes lesbiennes qui sont aussi considérées comme transphobes. Alors, deuxièmement, c'est le recrutement. Comment se fait le recrutement de ces personnes?
ça se fait souvent en ligne. Ça peut se faire en ligne ou ça peut se faire dans une classe. Parfois, il y a des classes qu'on appelle, les parents nous parlent de clusters dans certains lycées, etc., où effectivement, il y aurait le phénomène d'influence par groupe de pairs, mais la plupart du temps, c'est en ligne. Et donc là, on a parlé de l'impact des réseaux sociaux. Ces vidéos, ce sont des vlogs qui s'adressent aux jeunes, aux mineurs, souvent aux mineurs, et c'est souvent des jeunes, des très jeunes majeurs qui font ces vidéos et qui s'adressent donc aux jeunes qui sont souvent vulnérables et en quête d'identité. Le troisième point, c'est la novlangue. La novlangue est l'usage d'un jargon spécialisé qui va les distinguer. C'est ce que j'ai appelé une pseudo-science universitaire, une pseudo-science universitaire qui va aussi leur fournir des concepts. Et notamment ce qu'on a appelé ce qu'on appelle les queer studies, qui effectivement fournit aussi les concepts. Alors, je distingue toujours là-dedans parce qu'évidemment, il n'y a pas que, il y a des, la pseudo-science, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que par le biais des études de genre, qui sont évidemment pas tous idéologiques, évidemment, hein, j'ai des collègues avec qui je travaille qui sont vraiment, et avec qui on échange, on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais par le biais des théories de genre, je pense que c'est aussi, ça pourvoit un certain militantisme et donc des concepts plutôt transaffirmatifs qui, voilà, comment dire ça, s'infiltrent par le biais de certaines études universitaires. Donc, la novlangue et l'usage d'un jargon spécialisé. Quatrième point, c'est l'isolement social et familial, puisque le nouveau membre est séparé de sa famille et de ses amis, qui va l'isoler. Il est donc isolé pour mieux faire pression ensuite sur lui et mieux l'endoctriner, hein, puisque parfois, dans certaines situations, on peut parler d'endoctrinement. Donc, les influenceurs transgenres et les vlogueurs alpaguent la nouvelle recrue et l'incitent à rejeter leurs parents nécessairement transphobes au profit de sa, entre guillemets, nouvelle famille. Cinquième point, la foi et les croyances. On leur demande de faire acte de foi à un postulat sans fondement scientifique et de faire leur des croyances non étayées par des faits, comme celui du bien-être supposé apporté par la transition médicale. C'est une stratégie d'emprise et de manipulation mentale puisque le sujet devient ainsi facilement influençable. On lui promet bonheur, etc., qui sera enfin lui-même quand il sera un garçon. Pour une fille, je parle des filles parce qu'effectivement, on a quand même, je crois que ça fait quoi, 8 filles sur 10, je sais plus, 7 ou 8 filles sur 10 hein, quand même. Donc, quand elle sera un garçon, effectivement, puisqu'elle est garçon, et ben, quand elle va prendre des hormones, de la testostérone, etc., elle va se sentir mieux. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, parce que les hormones, en fait, il y a un effet euphorique, effectivement, ce n'est pas tout à fait faux ça, et il y a une espèce d'euphorie, mais pour combien de temps? C'est quand même ça la question. Et est-ce que les hormones vont régler les problèmes? Alors, il y a effectivement, je le vois hein, chez certains adolescents, mais ce qu'on dit nous, c'est que c'est complètement biaisé tout ça, parce que c'est unique, l'apparence va changer, etc. Donc, il y aura un moment comme une espèce de bulle où ces jeunes filles vont avoir un moment d'euphorie peut-être. Ce n'est pas faux leur idée d'euphorie de genre, mais la question c'est pour combien de temps? Et je ne suis pas sûre que ça va résoudre des problèmes psychopathologiques qui sont quand même là depuis longtemps. Et ça, on voit dans les familles, en tout cas dans certaines familles, hein, c'est que pour ces filles-là qui ne vont pas bien, ça ne va pas résoudre le problème du malaise. Et ce n'est pas en se coupant de ses parents qu'on va résoudre non plus les choses. Donc, la foi et les croyances. Sixième point, le déni de la science. D'ailleurs, c'est la pétition là, que vous avez vue, je ne sais pas si vous l'avez vue, la pétition publiée il y a quelques jours de scientifiques, quand même, c'est formidable hein, ce qu'ils ont lancé là. Et déni, eh ben, ils parlent du déni de la science, justement, ils parlent du déni de la biologie. Et c'est notre sixième point, le déni de la science, le déni de la biologie, notamment en faveur d'une doxa soutenue par un certain nombre de militants académiques. Septième point, l'affirmation, fondée sur l'auto-identification et l'autodétermination. Donc, c'est un procédé pseudo-démocratique et libertaire qui prétend que chacun devrait décider de son identité. Mais en réalité, ces croyants préconisent l'adhésion à l'identité de genre, entre guillemets, l'identité de genre. Huitième point, victimisation et inversion victimaire. La transphobie est un argument de poids pour faire valoir leur victimisation au sein de la société.
Les autres sont transphobes, nous oppriment et nous haïssent. Nous devons faire valoir nos droits et les imposer en tant que victimes. Or, ce sont des projections paranoïaques, puisqu'en réalité, ce sont eux qui projettent ce sont eux qui rejettent ceux qui ne sont pas comme eux. Et en fait, c'est par le biais de la discrimination, donc soi-disant transphobie, etc., que ces personnes font valoir leurs droits par le biais de la discrimination de genre. C'est aussi une façon de promouvoir le transactivisme par le biais des discriminations, et on le voit, puisqu'ils ils sont en train de se plaindre de nous à la DILCRA, en disant que nous sommes transphobes et que la DILCRA doit protéger leurs droits, etc. Et c'est par le biais des discriminations. Ce qui n'est pas, encore une fois, si les personnes transgenres sont discriminées, il faut lutter et les aider. C'est une évidence. Mais il ne faut pas oublier, c'est une rhétorique aussi pour faire valoir des droits et d'entrer dans certaines institutions. C'est par le biais des discriminations. 8e point, c'est la victimisation ou l'inversion victimaire. Donc, oui, je l'ai dit, voilà, 8e point, la victimisation inversée. 9e point, les pressions exercées sur les proches. La menace suicidaire, notamment, vous voulez une fille, le credo des transactivistes, vous voulez une fille morte ou un garçon vivant, est une stratégie rhétorique qui consiste à dramatiser afin d'obtenir l'assentiment de la famille. Or, la menace au suicide, c'est faux, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas accéder à ces demandes qu'ils vont plus se suicider. S'ils se suicident, ce n'est pas en raison de la transidentité, c'est parce qu'il y a un problème psychopathologique. Et sachez, il faut le savoir aussi, qu'il y a une augmentation importante des suicides à l'adolescence, et pas seulement chez les trans. C'est un problème majeur de notre société, des adolescents, notamment au moment du Covid et après le Covid. On a une augmentation du taux de suicide chez les adolescents. Ce n'est pas la raison, la transidentité. C'est un faux problème. Il faut résoudre le problème de fond, c'est-à-dire le problème psychopathologie, voire psychiatrique de ces jeunes. Voilà. Ça, c'est grave de dire ça, qu'en donnant des hormones, la testostérone, on va apaiser leurs troubles. Ce n'est pas vrai. Il faut aider ces jeunes. S'il faut donner, c'est des antidépresseurs, c'est des médicaments, voilà, pour les aider à aller mieux, et surtout faire une psychothérapie. L'idée, c'est qu'ils aillent mieux. Et que peut-être plus tard, encore une fois, je renuance à chaque fois, si ensuite ils continuent, ils maintiennent, ils veulent devenir ce qu'ils veulent, et bien qu'ils fassent plus tard. Mais d'abord, les adolescents doivent aller mieux. 10e point, les stigmates, les blessures infligées sur le corps et notamment la chirurgie sont un signe d'allégeance au groupe. La transition médicale induit des blessures irréversibles sur le corps. 11e point, le lobbying permet aux transactivistes de s'introduire à tous les niveaux de la société afin de faire valoir leurs revendications. Et enfin, 12e point, les profits, parce qu'à qui profite tout ça, si ce n'est pas aussi à l'industrie transgenre qui génère effectivement d'énormes profits pour l'industrie pharmaceutique, puisque ces personnes sont des patients à vie qui nécessiteront des hormones à vie. Les organisations qui promeuvent cette idéologie sont financées par des grands groupes et de grandes fortunes. C'est un business très prolifique qui s'attaque à l'image du corps. Voilà, donc je pense que ça, il ne faut pas l'oublier quand même, et que, en fait, ces personnes transgenres ont droit aussi à vivre tranquillement, à vivre leur vie, et qu'on les exhibe pas, parce que je trouve qu'en faire des visibilités, je ne sais pas quoi, voilà, depuis quand on exhibe la visibilité de nos différences? Moi, je suis juive, je n'ai pas envie qu'on exhibe ma visibilité juive partout. Si j'étais homosexuelle, etc., je n'aurais pas envie qu'on exhibe mon homosexualité. Je pense qu'on a le droit à notre vie privée aussi, ça relève aussi de notre vie privée. Ce sont voilà, et c'est ce que disent les personnes trans qu'on a rencontrées, avec qui on échange, c'est qu'on n'a pas exhibé ça partout. Voilà, donc je trouve qu'il y a certainement des financements là aussi pour faire quelque chose de visible. Je ne sais pas, moi, si c'est comme ça qu'on lutte contre les discriminations. Je ne sais pas. Moi, je lutte contre l'antisémitisme. Je ne sais pas si en exhibant des images de personnes juives, de juifs ultra-orthodoxes, on va lutter contre l'antisémitisme. Je ne suis pas sûre du tout, moi.
Moi, je pense c'est en luttant dans l'éducation, ça je crois beaucoup à l'éducation, effectivement, à l'école, qu'on dise, voilà, chacun a droit à sa différence, et qu'il y a des personnes homosexuelles, il y a des personnes trans, il y a des personnes juives, il y a des personnes arabes, il y a des musulmanes, qu'on lutte effectivement à l'école en disant, voilà, que les différences, elles font partie voilà, et qu'on aide ces enfants surtout à surmonter leurs différences, à aider à leurs différences, vivre mieux avec leurs différences. Voilà, c'est pour ça que moi je suis contre évidemment les thérapies de conversion, et que je lutterai contre les discriminations. C'est aussi ma raison en tant qu'universitaire, en tant que militante aussi, je lutte contre les discriminations, je lutte contre les violences qui sont faites à la fois aux femmes, aux homosexuels, aux trans, aux musulmans, aux juifs. S'il y a du mal qui est fait à ces personnes, nous devons effectivement nous unir pour lutter contre. Mais là, ce qu'on est en train de dire, ça n'a rien à voir avec ça. Qu'on ne nous mélange pas tout. Hein. Voilà, j'en aurais terminé. Et il est 19h02. Merci beaucoup. Et il y avait pas mal de questions dans le chat, mais vous avez répondu au fur et à mesure, sauf à une, juste par rapport à la pétition des scientifiques. Est-ce que vous pouvez repréciser où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais vous l'envoyer tout de suite. J'ai quelques minutes là encore, hein, si vous voulez qu'on échange. J'ai quelques minutes jusqu'à écart, si après il faudra que je quitte, mais jusqu'à 19h15. Je vais vous envoyer la pétition tout de suite. Et c'est remarquable. J'ai pris contact avec eux et donc on va se rencontrer. C'est vraiment l'équivalent de l'Observatoire de la petite sirène, parce que, alors eux, ce sont surtout des médecins, des biologistes, des scientifiques. Nous, c'est plutôt des médecins, psychiatres et psychanalystes, mais aussi juristes enseignants. Mais c'est vraiment nos homologues, quoi. C'est quand même vraiment intéressant. Alors, je vais vous envoyer alors, c'est effectivement une pétition. Je vais vous envoyer ça, voilà. Et ce sont des chercheurs de l'Université de Constance, et ce sont des biologistes, hein, la plupart. Et vous allez voir, c'est vraiment le même propos que le nôtre. Enfin, ils disent exactement ce qu'on dit. Je pense qu'ils ont eu écho certainement de ce qu'on fait en France, je pense. En tout cas, c'est du bon sens, voilà. Et ces personnes, ils n'ont rien d'homophobe, rien d'extrême droite, rien de tout ça. Je pense que, voilà, s'il y a d'autres questions. Je viens de voir passer une question sur est-ce que les thérapies affirmatives existent déjà en France? Ah ben oui, d'ailleurs, oui, parce que ces thérapies, figurez-vous que notre collègue Anne Perret, pour ne pas la nommer, Anne Perret donc, a dû quitter une consultation dite de transidentité. Elle a dû quitter une consultation parce qu'on lui a demandé de ne pas questionner la demande des jeunes, mais de l'accompagner. On lui a demandé d'accompagner les jeunes, de ne pas s'interroger, mais de les accompagner dans la transition. Mais voilà. Donc, elle a dû on lui a demandé de quitter la consultation transidentité. Du coup, elle a démissionné du CMP en question, et elle a créé maintenant une consultation, Anne Perret, donc, qui est une consultation qui reçoit des adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuée. Ce n'est pas une consultation trans, et ce n'est pas des thérapies affirmatives. C'est des thérapies, c'est de la psychothérapie qui s'interroge, qui aide les adolescents à s'interroger. Et si un jour ces jeunes veulent, eh ben elle n'empêchera rien du tout, parce qu'elle n'est ni affirmative d'un côté ni de l'autre. On n'est pas là pour dire ce qu'ils doivent faire, ces jeunes. En fait, quand on est psy et quand on reçoit ces adolescents, on n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à leur dire qu'ils ne doivent pas devenir un garçon, qu'ils doivent absolument pas. On interroge, simplement, on les entend et on les aide à aller mieux. Et s'ils doivent devenir ce qu'ils veulent, voilà. Ce n'est pas des thérapies, nous, c'est des thérapies qui cherchent à approfondir et à comprendre pourquoi ils vont mal. Vous voyez ? Donc, les thérapies affirmatives, oui. Les consultations de transidentité, ce sont des thérapies plutôt transaffirmatives qui soutiennent la dysphorie de genre, et du coup, qui embarquent ces gamins. Pas tout de suite, hein, effectivement, mais nos collègues prennent le temps, disent-ils. Mais quand vous prenez le temps en disant que vous êtes dysphorique de genre, ça embarque évidemment si vous dites qu'ils ont une dysphorie de genre, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur corps de fille ou corps de garçon, et qu'ils vont aller et qui font à un moment donné devenir un garçon, que ça va les soigner.
Oui, et là, et je rappelle quand même que l'Académie de médecine a récemment publié un avis sur Exactement. les transitions qui dit attention, attention aux réseaux sociaux et attention à l'augmentation du nombre de demandes de transition chez les jeunes qui seraient Exactement. peut-être liées aux réseaux sociaux. Et attention, les effets irréversibles des traitements chirurgicaux et hormonaux. Donc, Exactement. L'Académie de médecine, alors en fait, c'est nous qui l'avons alerté. Nous avons discuté avec Nicolas Théa, notamment, a pu envoyer des documents, nos tribunes. Elle a parlé avec les voilà. Donc, ils ont pris en compte notre avis et eux, ils disent simplement, ils disent pas de ne pas le faire, ils appellent à la prudence. Ils disent que ils appellent une plus grande prudence médicale pour l'enfant et l'adolescent, pas pour les adultes, hein, compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population et des nombreux effets indésirables, voire des complications graves que peuvent provoquer certaines des thérapeutiques disponibles. À cet égard, donc, il faut rappeler effectivement la décision récente en mai 2021 de l'hôpital universitaire Karolinska de Stockholm d'interdire désormais l'usage des bloqueurs d'hormones. Et en France, l'usage des bloqueurs d'hormones ou d'hormones du sexe opposé est possible avec une autorisation parentale sans condition d'âge. Donc, ils appellent aussi à la plus grande réserve par rapport à l'usage des bloqueurs de puberté, ce qu'on appelle les bloqueurs de puberté, compte tenu des effets secondaires tels que l'impact sur la croissance, la fragilisation osseuse, le risque de stérilité, les conséquences aussi émotionnelles et intellectuelles, et pour les filles, des symptômes rappelant la ménopause. Voilà. Donc, l'Académie de médecine a émis un appel de prudence par rapport à l'usage des bloqueurs de puberté. C'est tout. Ils n'ont pas interdit quoi que ce soit, ils ont appelé à prudence. Mais nous appelons à l'interdiction de bloqueurs de puberté sur les mineurs, sauf cas exceptionnels. Moi, je pense qu'il faut que ça devienne des cas exceptionnels. Voilà, il faudrait déjà distinguer ceux qui sont vraiment trans, parce que les personnes transsexuelles, transgenres, ont toujours existé, de tout temps. Donc, peut-être qu'effectivement, il faudrait déjà savoir quels sont les enfants trans qui vont… et là, il faut malheureusement parfois attendre. Je sais peut-être que cette personne souffre, je veux bien le croire. Eh bien, il faut quand même attendre, ou alors ils font des outils psychologiques, etc., pour déterminer qui est vraiment trans, qui ne l'est pas. Parce que là, les gamins qu'on voit, nous, ne sont pas, a priori, ne sont pas transgenres. Ce sont des adolescents qui vont mal et qui, je vous dis, il y a au moins 1 sur 4. Je n'ai pas de chiffre, mais on est en train de mener une enquête. 1 sur 4, c'est quand même des filles qui aiment d'autres filles quand même, hein. Et donc, c'est quand même intéressant ce phénomène. Oui, c'est ça, c'est que en fait, le mouvement trans, en plus, est très homophobe, c'est-à-dire qu'à la fois va dire à une jeune fille, tu ne peux pas être lesbienne, alors soit en disant tu es en fait un garçon dans un corps de fille, ou alors tu ne peux pas être lesbienne puisque les préférences génitales sont transphobes. Et c'est vrai que ça peut créer de la confusion chez des jeunes filles. Et du coup, les personnes qui vont être stérilisées en priorité, enfin, je reprends une des questions, ça va être beaucoup de lesbiennes en fait, finalement. Excusez-moi, J'étais en train de regarder s'il nous restait du temps, si vous vouliez repréciser. Alors, il y a juste, par contre, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu parce que il y a quelqu'un qui dit que ça n'existe pas d'être vraiment trans. Moi, je ne serais pas je pense qu'il faut nuancer. Je pense que si ces personnes… être trans, ça vient aussi dans une idéologie. C'est aussi une idéologie, c'est aussi une façon de se déterminer. Je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique. Je pense qu'il y a des personnes transsexuelles et qu'il faut absolument respecter ces personnes et qu'elles peuvent, pourquoi pas, devenir, c'est leur mode de vie, elles auront un mode de vie. C'est pas ça le problème. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. J'ai entendu des adultes trans, effectivement, qui disent à quel point ils souffraient petits, etc. Et c'est souvent des hommes, d'ailleurs. C'est souvent des petits garçons. C'est quand même intéressant qu'à chaque fois, ce sont des petits garçons qui ont toujours été sûrs d'être une fille. Et ben pourquoi pas ces personnes s'appellent des transsexuels ou des transgenres, j'en sais rien. C'est pas notre problème. Aujourd'hui, ça n'est vraiment pas notre problème. Moi, je dis pourquoi pas. C'est pas du tout. Je dirais pas que ça n'existe pas. Non. Je dirais que ça existe. Je dis simplement qu'on a besoin aujourd'hui de savoir
que ces jeunes adolescentes ne le sont pas. On a besoin aujourd'hui de savoir et de déterminer avec des outils précis, fins, que ces adolescentes ne sont pas dysphoriques de genre, sont dysphoriques pubertaires. C'est tout. Nous, on ne s'occupe pas des trans. Nous, on s'occupe des adolescents qui vont mal et qui sont dysphoriques pubertaires. Voilà, c'est tout. Le reste, à vous de dire s'il y a des transsexuels ou pas, j'en sais rien. Moi voilà. Oui, et puis en plus, le problème, c'est que le mot utilisé par les transactivistes, alors transsexuels, ben, ça existe forcément si c'est des personnes qui ont effectué des transformations physiques, soit de chirurgie esthétique, soit en prenant des hormones. Par contre, le terme transgenre n'a pas de définition. Enfin, en fait, Oui, on c'est utilise vrai. le mot transgenre. Ils utilisent le mot transgenre pour dire à la fois, enfin, je sais qu'il y a une trentaine d'années, 20-30 ans, quand on disait transgenre, c'était des personnes qui ne correspondaient pas aux stéréotypes et qui jouaient avec les stéréotypes. Et puis maintenant, ça veut dire ça, et puis ça veut dire les gens qui sont transsexuels, et en plus, en fait, ça veut dire plein de choses différentes, donc c'est compliqué de dire Oui, que ça ça veut n'existe exact. pas. Alors, je lis en même temps le chat. Elle a raison, vous avez raison. On peut pas. Mais ça, je suis bien d'accord. Mais transsexuel, ça veut pas dire qu'on change de sexe. Ça Oui, veut dire moi, je trouve. Attends, mais ça, les personnes trans le oui. disent. Moi, là, cette femme. Enfin, voilà. Je dis d'ailleurs cette femme parce que bon, elle sait qu'elle restera toujours un homme, mais elle joue de cette identité de femme. Pourquoi pas? Enfin, écoutez, il y a tellement de choses dans la vie. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Par contre, mais après, vous avez votre discours. Je peux comprendre que vous dites qu'elles sont jamais femmes. D'accord. Mais je crois que les personnes transsexuelles disent qu'ils savent qu'ils ne seront jamais une femme. Mais ils jouent de l'identité féminine. Et pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? On peut jouer de tout. À partir du moment où on sait qu'on n'a pas changé de sexe, on a changé d'apparence, moi, je ne vois pas le problème, hein. C'est des changements d'apparence. On n'a pas à être Oui, complice de leurs mensonges. mais Non, mais les personnes transsexuelles, enfin même trans de l'époque, enfin on va dire début des années 2000, enfin, on n'entendait pas ce discours je suis réellement une femme de la part d'hommes, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, et oui, c'est c'est ça vrai. qui pose problème, parce que Ça, je suis il n'y d'accord. avait pas de problème en fait, les féministes n'étaient pas du tout remontées contre des personnes qui disaient Exactement. enfin, en fait qui n'affirmaient pas être des femmes dans des corps d'hommes. Exactement. C'est vraiment ça Exactement. qui crée le problème en fait. Mais le problème, effectivement, c'est de dire je suis une femme. Alors il dit je suis une Et vous femme devez me transgenre. reconnaître tant que telle, quoi. Oui, c'est ça. Et non, ben non, évidemment, c'est pas une femme. Non, c'est une femme. Bon, enfin bon, c'est pas notre. Écoutez, nous, franchement, je veux pas qu'on aille sur ce terrain parce que ça n'est Oui, pas. Franchement, je découvre beaucoup de choses avec ce phénomène. Ça n'est pas notre objet. Et si on va sur ce terrain, on ne sera pas entendu. Ça n'est pas notre problème que les trans, etc., adultes. Notre problème, ce sont les enfants et les adolescents et les adolescentes notamment qui ne sont pas trans, qui sont simplement mal dans leur peau. Donc, ils ne sont pas trans du tout. Donc là, on est d'accord, ils ne sont pas trans, ces adolescents. Moi, je m'occupe des adolescentes qui ne sont pas trans, qui sont mal dans leur peau, qui sont souvent homosexuelles pour certaines, et de les aider effectivement à accepter aussi leur orientation sexuelle. Et comme bien même elles auront après une autre orientation, d'ailleurs, à 15-16 ans, on peut aussi, voilà, on essaye aussi différentes choses. Combien de femmes effectivement ont été avec d'autres femmes à 15 ans et ensuite avec des hommes, et puis après se sont déterminées, sont bi, pas bi, bref, qu'on laisse ces gamines vivre leur sexualité et avant de se déterminer, c'est tout, et qu'on l'embarque pas avec des testostérones à 16 ans et une mastectomie, alors qu'elles voudront peut-être être une femme ensuite à 30 ans. Qu'est-ce qu'elles font quand elles veulent, après elles décident elles changent d'avis? C'est gravissime, c'est gravissime. Alors ce sont des mutilations. Là, c'est très grave à 16 ans de se faire opérer. Et je comprends les parents là qui nous écrivent, et même à 20 ans, ça reste dramatique. Parce que ces femmes, j'espère pour elles qu'elles seront. Mais j'ai vu des femmes changer d'avis. Ces jeunes changer d'avis. C'est gravissime, elles sont mutilées. mais c'est vrai on a réussi enfin en 2021 à obtenir enfin une loi qui détermine que en dessous d'un certain âge, un enfant était incapable de consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Ça a mis des années. On a enfin réussi à obtenir que
non, la loi dit un enfant ne peut pas consentir à un rapport sexuel, et on se retrouve avec un nouveau problème de dire non, un enfant ne peut pas consentir à des mutilations génitales ou corporelles, et il va falloir recommencer le même combat qu'on a fait pour le consentement des enfants. Et c'est terrible. Bon. Exactement. Bon, écoute, voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, il y a plein de questions intéressantes. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous de votre invitation. Et on reste surtout en contact, évidemment. Oui. Évidemment, on est très intéressé par vos travaux, par votre lutte, etc. Voilà, je sais que Marie-Joseph avait signé une de nos tribunes, et puis d'autres personnes, il y a Marie-Jo Bonnet, etc. Voilà, je pense que c'est important que les féministes soient aussi à nos côtés. Mais voilà, en tout cas là, c'est pour les enfants que nous faisons tout ça. Voilà, écoutez, merci infiniment, et puis désolée d'être un peu pressée là par le temps. Merci, et peut-être qu'on renouvellera cette invitation à une autre occasion. Voilà, exactement. Merci, hein. À bientôt, au revoir. À bientôt. Revoir. Et puis je vous dis, je rappelle que vous pouvez signer la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Et puis je vous dis au mois prochain pour un prochain webinaire. À bientôt.